On y rentre comme dans un musée. On va baisser la voix, on va marcher tout doucement. Il y a un petit peu cet effet cocon. On est englobé dans un petit espace humide et frais. Et quelque chose de solennel. C'est peut-être le sentiment qui reste. Le patrimoine se raconte dans Terre-Histoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. Et pour cette première série d'épisodes, voici le programme. Un voyage en plusieurs étapes à travers la région Centre-Val de Loire, en compagnie de femmes et d'hommes qui arpentent ce territoire avec une mission bien définie, découvrir, étudier et faire connaître le patrimoine. Chercheurs, photographes, cartographes, graphistes, documentalistes, médiateurs ou apprentis, ils font tous partie de l'équipe du service Patrimoine et Inventaire. Présent dans chaque région en France, l'Inventaire général du patrimoine a été fondé par André Malraux en 1964 pour permettre une meilleure connaissance des territoires et une mise en valeur du patrimoine, qu'il soit architectural ou mobilier, et qu'il présente un intérêt culturel, historique ou scientifique. C'est sur le terrain, au cœur des dossiers d'inventaire, que nous avons enregistré ce podcast. Pour ce premier déplacement, direction le sud-ouest de l'Indre-et-Loire, à Tavan, une petite commune d'à peine 300 habitants. En plein cœur du village, à quelques pas des bords de Vienne, se dresse une église romane, classée monument historique depuis 1908 et célèbre notamment pour ses peintures murales remarquables du XIIe siècle, toujours visibles dans son chœur et sa crypte. Là-bas, nous avons rencontré 3 membres de l'équipe qui ont étudié, photographié et même numérisé ce patrimoine exceptionnel. Épisode 1. L'église paroissiale Saint-Nicolas de Tavan. Quand on a démarré l'étude de cette église, il y avait eu beaucoup d'interrogations et d'études sur les peintures et très peu sur l'architecture. Donc avec mon collègue Christian Davy, quand on a décidé de reprendre l'étude de l'église dans le cadre d'une opération d'inventaire général du patrimoine, on a décidé de s'intéresser d'abord à l'architecture, de tout remettre à plat sur les connaissances qu'on avait, et dans un deuxième temps seulement, d'aborder l'étude des peintures. C'est Martine Lenné qui nous accueille en premier devant l'église. Chercheur au service patrimoine et inventaire, en charge du dossier sur l'église Saint-Nicolas de Tavan, nous la suivrons de la façade jusqu'à la crypte. Alors, c'est une église qui est construite en pierre de taille de tuffeau, de moyen appareil, puisque le tuffeau, c'est la pierre de la Touraine. C'est la pierre qui a servi non seulement à construire les églises, mais aussi la plupart des châteaux. C'est la pierre emblématique de cette région. Là, on se dirige vers l'entrée de l'église Saint-Nicolas. Voilà. Il y a un petit jardin avant, il y a le cimetière de l'autre côté d'ailleurs. C'est ça, c'est une église qui a conservé son cimetière à proximité, comme c'était le cas de la plupart des églises médiévales. Et ici, on arrive devant la façade ouest avec un très beau portail sculpté, avec 3 rangs de voussures. C'est un portail stylistiquement qui est très proche de celui qu'on peut voir à l'église Saint-Gilles de l'île Bouchard, l'île Bouchard étant à 5 km de Tavan. Donc portail tout à fait caractéristique de l'art roman. Alors on va aller maintenant du côté nord, donc du côté cimetière, parce que sur le mur goutreau nord, il y a une chose importante à signaler, même si aujourd'hui malheureusement elle n'est plus visible, c'est que au-dessus de la corniche, il y avait une frise qui était peinte et on a une photo de la fin du 19e siècle qui nous montre une représentation d'un mois. Donc il y avait une frise qui représentait les mois, une frise du temps. Aujourd'hui, elle a disparu et on ne la connaît que par cette photo qui est devenue de fait extrêmement précieuse. Mais ça signifie que l'église portait un décor non seulement à l'intérieur mais également à l'extérieur. Au moins un décor partiel. Ça parle de l'importance des archives, ou de l'archivage pour le coup, ce que vous dites. Parce que cette photo à cette époque-là, finalement, elle nous permet de continuer à faire vivre ou à connaître l'endroit. C'est absolument essentiel. Et c'est pour ça aussi que notre travail d'inventaire du patrimoine, c'est un travail qui vise à conserver la mémoire collective. La mémoire des édifices, la mémoire des lieux, et la mémoire des lieux, c'est la mémoire de tout un chacun. Donc notre mission d'inventaire nous tient à cœur parce que c'est la conservation, au moins par l'image et aussi par l'explication de ce qui fait notre patrimoine, c'est-à-dire un bien commun à partager.
Alors nous voilà à l'intérieur de l'église, avec une nef à vaisseau unique. Et cette église est voûtée en berceau, avec de larges arcs doubleaux qui retombent sur des chapiteaux sculptés, avec des motifs de feuilles lisses qu'on retrouve notamment en Berry. Donc l'église de Tavan est bien caractéristique de l'art roman du centre de la France, mais elle emprunte à plusieurs manières de faire, manières de sculpter, parce que dans cette partie de la Touraine, en fait, pour l'art roman, on est à un carrefour d'influences, puisqu'on s'inspire aussi bien de ce qui a pu se faire en Berry qu'en Poitou et en Touraine, aux environs de Tours notamment. On l'entend au son de votre voix, dans vos explications, on prend conscience du volume du bâtiment. Oui, tout à fait. Alors, pour une église de cette période, qu'on est dans un édifice qui a déjà une certaine ampleur. Et le fait qu'à l'origine, elle ait eu 3 vaisseaux et 3 vaisseaux voûtés, donc une nef et 2 bas-côtés, c'était quelque chose de rare dans cette partie de la Touraine. C'est un parti assez exceptionnel. Et puis, il y a en face l'accès vers le chœur. L'accès vers le chœur, aujourd'hui, se fait par 2 petits escaliers latéraux qui comportent à peu près 8 marches, de part et d'autre d'un escalier qui, lui, descend à la crypte. C'est une disposition qui a été aménagée à la fin du XIXe siècle. Et on sait, par des archives qu'on a pu retrouver, qu'il y avait eu, à une époque, le projet de ramener le niveau du chœur au niveau de la nef. Alors c'est intéressant ce projet parce que ça veut dire que les personnes qui avaient imaginé ça, et en particulier l'architecte qui était en charge de la proposition, n'avaient absolument pas idée des peintures qui étaient dans la crypte. Ça veut dire ça. Et dans son texte, l'architecte en plus parle d'un caveau. Voilà, il n'a manifestement pas conscience que 1, c'est pas un caveau, que 2, c'est une crypte, et qu'en plus, il y a des peintures murales exceptionnelles. Et on est à la fin du XIXe siècle. Donc c'est assez intéressant de voir comment on a pu oublier, puis redécouvrir. Alors, quand on fait l'inventaire, il faut faire très attention à ne pas être dans le clocher au moment où les heures sonnent. En général, quand on s'est fait avoir une fois, après on fait attention. Alors on est dans le chœur. Mais comme le chœur a été surélevé, on domine la nef. Chœur qui est orné de peintures murales remarquables, d'une part dans la travée droite, puisqu'il subsiste des peintures encore bien lisibles, et puis ce grand Christ en majesté qui orne l'abside, peint dans une mandorle, entouré d'anges qui présentent l'hostie et une coupe contenant le vin. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est le ruban qui se trouve exactement dans l'axe de la voûte, orné de 7 disques à l'intérieur desquels sont peints des visages. C'est une figuration extrêmement importante, une figuration rare. Et ces 7 disques pourraient représenter 7 degrés d'évolution spirituelle, degrés qui conduiraient jusqu'au Christ qui est figuré à l'abside dans la mandorle. Donc la mandorle, c'est cette grande forme en amande dans laquelle très souvent sont figurés les Christs en majesté à l'époque romane. La datation des peintures n'est pas certaine. Ce que l'on sait, c'est que l'église et son chevet en particulier datent de la toute fin du XIe siècle, voire du premier quart du XIIe, donc les peintures ne peuvent pas être antérieures. Et il est vraisemblable que ces peintures datent de l'extrême fin XIe, mais plutôt au premier quart XIIe. Rien n'est établi avec certitude, puisque nous n'avons malheureusement aucun texte qui nous permettrait de nous référer, ni de date portée. Donc il faut accepter qu'il y ait des manques, on ne sait pas tout. Voilà, donc maintenant nous allons descendre dans la crypte. Donc cette crypte, comme vous pouvez le voir, est très basse et elle donne une impression d'étroitesse également, puisque on y voit 2 rangées de 4 colonnes massives qui supportent l'ensemble de la voûte. Et les peintures, qui sont nombreuses, sont très proches de nous. D'abord, avant d'entrer dans la crypte,
Il y avait à cette époque-là une villageoise qui était très jalouse de son édifice, comme si c'était le sien, et qui faisait un tri parmi les visiteurs. Et une fois qu'on était investi, on pouvait rentrer. Voici, à distance et en visio, Christian Davy, chercheur tout juste retraité à l'Inventaire général du patrimoine de la région Pays de la Loire. En tant que spécialiste des peintures murales, il a travaillé en binôme avec Martine Lenné sur ce dossier de l'église Saint-Nicolas de Tavan. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas oublié sa première fois à l'intérieur de la crypte. Ce qui était impressionnant, c'était ce volume où la lumière et l'ombre se combattaient. Ce lieu, qui apparaissait très mystérieux, se révélait tout doucement et les peintures sont à portée de main. C'est-à-dire que la voûte est tellement basse qu'on peut les toucher. Ça, c'est exceptionnel. Quand on rentre dans une église, on a l'habitude de voir des voûtes qui sont hautes, très hautes. Et là, si vous leviez le bras, vous pouviez toucher le haut de la voûte. Donc, c'est-à-dire que c'était à taille humaine, vraiment. Et ça, c'était vraiment très, très impressionnant. Et puis, effectivement, après, de parcourir cet espace, on découvrait au fur et à mesure des images. Mais on n'avait pas la globalité. Donc, cette sorte de mystère, si on peut dire, se révélait par petits morceaux, mais jamais en entier. Et puis, une des premières pensées que j'ai eues, c'était que ça me rapprochait beaucoup de nos aïeux, des hommes du Moyen-Âge, quand ils rentraient dans ce lieu. Ils n'avaient pas la lumière électrique, bien sûr, mais ils avaient la lumière des cierges. Donc ça, c'est vraiment les premières sensations, premières impressions que j'ai eues en entrant. On est quand même dans un endroit assez exceptionnel parce que on a, même s'il y a quelques lacunes, un ensemble peint homogène du point de vue de sa datation, probablement de première moitié XIIe siècle, que ces peintures sont bien conservées, avec un ensemble de figures extrêmement proches des yeux du visiteur, beaucoup de personnages, et il y a plusieurs scènes tout à fait remarquables par le mouvement avec lequel elles ont été exécutées, en particulier la scène qui figure la descente de croix, et l'autre qui lui fait face, qui est la descente au limbe. Et ce style très dynamique, très énergique, est une des caractéristiques des peintures de la crypte, bien différente en ça de celle du chœur. Preuve de son indéniable intérêt historique et de la richesse de son programme iconographique, la crypte de l'église Saint-Nicolas a été reproduite en moulage à l'échelle 1. Et chacun de nous peut aller l'admirer dans la galerie des peintures murales de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, place du Trocadéro. Quand vous entrez donc dans la crypte, déjà vous accédez par un tout petit escalier central. Vous avez un espace qui est fractionné. L'espace est divisé par 4 colonnes de chaque côté. Et la particularité aussi de ça, c'est que les images sont peintes sur les flancs des voûtes, de chaque retombée de voûte. Ce qui vous oblige à avancer, aller à droite, aller à gauche, mais aussi de vous retourner pour voir l'autre image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez être complètement désorienté. Les peintres de l'époque médiévale ont donné un ordre aux images de façon à avancer vers l'image principale qui est tout au fond et qui est l'image du Dieu de la fin des temps. Et dans l'allée centrale, ça commence par 2 oiseaux, puis après 2 femmes qui tiennent des rameaux, on pense, puis après vous avez 2 anges, puis après vous avez d'autres images. Et à un moment donné, quand on se retourne, on voit les images de Adam et Ève qui fautent. Et donc c'est le péché originel, c'est la mort de l'homme. Et bien sûr, ce programme d'images se termine par l'image du Christ, du Dieu, assis en gloire, en majesté, dans une mandore, c'est-à-dire un grand ovale, qui représente la fin des temps. Et bien sûr, sous-entendu, le jugement dernier. Et puis, si vous avez réussi votre vie, vous avez été bon, et vous allez au paradis. Si vous ne l'avez pas réussi, vous allez en enfer. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres messages qui sont dans ce programme iconographique et on n'arrive pas à les expliquer. Cette raison, c'est que les images sur lesquelles on réfléchit ne sont pas complètes. Elles sont lacunaires parce qu'il manque des morceaux d'enduit qui sont tombés du 8 siècles, ça on comprend, sans parler que certaines couleurs ont pu aussi changer de tonalité. Et du coup, comme on a un certain nombre d'images mystérieuses, l'ensemble l'est encore plus. Donc on bascule dans une autre dimension. On ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose. On a des images vieilles de 8 siècles qui nous parlent au cœur, qui nous parlent à la tête. Donc il faut prendre ses pieds pour y aller.
Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller à Tavan ou qui ne pourraient pas attendre, le service Patrimoine et Inventaire a pensé à tout, et à vous, en mettant à disposition sur son site internet une modélisation en 3 dimensions de la crypte, pour permettre à chacun, depuis son ordinateur, de naviguer et de visualiser à sa guise l'intérieur de cet édifice. Et c'est une technologie bien particulière, la photogrammétrie, qui a permis d'exploiter plusieurs prises de vue photographiques du lieu pour en réaliser ensuite, grâce au logiciel informatique, ce modèle 3D. Et comme toujours, le service a travaillé en équipe, avec Raphaël Morin, apprenti et fin connaisseur du logiciel de modélisation, Vanessa Lamerlette-Pingard, photographe, et Elena Bouguet, apprentie photographe. Pour en parler, nous avons retrouvé dans une salle de la mairie de Tavan, Elena et Raphaël. On était 2 photographes, donc une s'est occupée des colonnes, l'autre s'est occupée des murs, puis ensuite on est passé aux voûtes, en se mettant à 4 pattes, en essayant de se mettre quasiment sur le dos. Enfin, tous les aspects en fait de cette crypte ont été photographiés. Et qui plus est, entre 2 images qui se suivent, il fallait qu'il y ait au moins 2 tiers en commun pour que le logiciel puisse faire le rapprochement au niveau des pixels et pouvoir assembler comme un puzzle les images correctement. Et après une journée de prise de vue, quand on a déchargé les cartes, il y avait quasiment 1200 images. D'où l'intérêt d'être méthodique sur le terrain et de bien noter les numéros de photos qui correspondent à tel moment du projet, telle colonne, tel mur, pour que Raphaël puisse s'y retrouver après dans la modélisation. Et puis ensuite, il a fallu donc développer, retoucher les images pour la balance des blancs, avoir les bonnes couleurs. L'ordinateur a tourné pendant un week-end complet. Et ensuite, les images, les dossiers d'images sont envoyés à Raphaël. Sélectionner 1200 photos, c'est déjà énorme. Les insérer dans le logiciel, il faut vraiment une très bonne machine, un très bon ordinateur. Et c'est surtout que voilà, on a l'impression qu'on envoie les photographies dans le logiciel et il fait tout le travail. Et puis nous, on peut ensuite faire autre chose. Et ce n'est absolument pas le cas, puisqu'il faut aider le logiciel à replacer les images dans l'espace en mettant notamment des repères. Et j'ai presque mis, je dirais, environ 4 mois. Une fois que cette opération est faite, on a ce qu'on appelle des points de correspondance qui commencent à dessiner le modèle. Et le logiciel va créer, à partir des photographies, des arêtes, des sommets et des faces. C'est-à-dire que si on enlève la couleur, on pourrait l'imprimer en 3D. On aura vraiment la forme, par exemple, d'un chapiteau, la forme des voûtes, la forme des colonnes. Et pour que ce soit un petit peu plus joli, on va ensuite repartir une nouvelle fois de la photographie et demander au logiciel de créer une texture. Et cette texture, en fait, c'est le point final qu'on peut donner à ce modèle 3D et ce qui va permettre aux spectateurs de vraiment se croire dans cette crypte. Réaliser un modèle 3D, surtout de cette crypte, c'est important déjà pour le faire connaître, ce qui est une mission de l'inventaire. Et c'est permettre à un chercheur à distance de pouvoir consulter cette crypte sans avoir à se déplacer forcément sur le terrain. Et il y a également tout un aspect de conservation parce que finalement, aujourd'hui, en 2023, on aura une vue complète de la crypte qui permettra de faire une sorte d'archivage. Et le plus important, je pense, c'est surtout le partage au grand public, l'accessibilité, puisque ce modèle 3D est voué à être accessible à tous sur le site de la région Centre-Val de Loire. La valorisation, c'est une mission à part entière de l'inventaire. C'est nécessaire pour pouvoir transmettre un héritage, mais j'aime bien l'idée du double partage presque. C'est-à-dire qu'il y a un partage avec les collègues. Pour ma tutrice d'apprentissage, c'était aussi une nouveauté de faire de la photogrammétrie. Et le partage au grand public. Diffuser une modélisation 3D d'une crypte qu'on ne peut pas forcément tous aller voir pour donner envie d'aller explorer le patrimoine local. Donc exploiter de nouveaux moyens de diffusion, de nouveaux moyens de valorisation, c'est important et c'est même nécessaire, je crois, pour que l'inventaire, pour que toutes ces recherches historiques, scientifiques aient un sens, puissent perdurer et donc que tout le monde puisse profiter de son patrimoine. C'est quand même super important, c'est une mission de service public à part entière, l'inventaire. Donc pouvoir participer à ça, qu'est-ce que c'est chouette! Pour vous immerger dans la modélisation de la crypte de l'église Saint-Nicolas de Tavan et vous retrouver face aux peintures murales, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description de ce podcast. Et maintenant, pour conclure cet épisode, écoutons les mots de Christian Davy et Martine Lenné pour décrire leur métier, leur mission et surtout leur passion. Pour moi, le métier de chercheur à l'inventaire, en fait, je défriche les archives du terrain. On nous donne un territoire et on doit définir le paysage architectural de ce territoire. Et après, il faut dire en quoi il est différent du territoire voisin. Et là, ça devient encore plus intéressant. Et en fait, quand on a un territoire à étudier, on doit aller partout. Moi, j'ai travaillé dans des départements ruraux, donc j'ai arpenté les campagnes.
de ferme en ferme. Et puis souvent on nous disait pourquoi vous venez ici? Il n'y a rien à voir, il n'y a rien d'ancien. Mais si, au contraire, regardez, là vous avez un bâtiment, votre grange, en fait c'était une maison au XVIe siècle et puis elle a été transformée. Regardez, il y a encore un reste de cheminée dans l'étable. Ah bah oui, des choses comme ça. D'ailleurs, c'était un échange. Nous, on apportait notre vision de l'extérieur et nos interlocuteurs, que ce soit une agricultrice ou un fermier, nous donnaient des éléments d'histoire. Et puis, il y a eu une phrase de quelqu'un qui m'a témoigné en disant « mais c'est super parce que on est dans un territoire qui se désertifie et en fait, on n'a plus envie de partir là quand on sait ça. » Alors, ça touche. On sent bien qu'on sert à quelque chose. Et surtout de mettre à disposition toutes ces informations pour tout le monde. Chacun peut se raccrocher à ces racines qui existent encore et qu'on ne sait pas voir. Donc là, c'était vraiment le contact humain, vraiment passionnant. Et puis de travailler en équipe. Moi, ça a été très, très important. C'est-à-dire que un dossier d'inventaire, une expo, ça se fait pas tout seul. C'est pas un chercheur isolé. C'est-à-dire que à côté de lui et au même niveau, vous avez le chercheur, vous avez le photographe, vous avez le dessinateur, celui qui relève les plans, et puis sans oublier tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller sur le terrain, les secrétaires de documentation et tous ceux qui font tourner la boutique. Ça, c'est important. C'est un travail de terrain, un travail de rencontre, et puis c'est un travail d'investigation qui s'apparente, on le dit des archéologues, mais on peut le dire aussi pour les métiers d'inventaire, à ce que pourrait ressembler une enquête policière. On se pose des questions, et donc on cherche des indices. Par exemple, sur les peintures de Tavan, on s'interroge pour savoir si elles sont plutôt du début du XIIe siècle ou plutôt du milieu du XIIe siècle. Donc on a recoupé un certain nombre de connaissances concernant l'architecture du bâtiment et puis ensuite on compare avec ce que l'on sait des peintures du début du XIIe siècle dans la région et à proximité et c'est les recoupements successifs qui permettent d'apporter un élément de réponse. Donc c'est un métier pour se réaliser qui demande du temps. On ne peut pas faire une étude rapide. Le temps de la recherche, c'est toujours un temps long. Parce que, au final, ce qui sera conservé sera un travail de qualité. Et il est très important que les fonds photographiques et toute la documentation qui alimente ces études soient conservés de manière à ce qu'ils puissent être transmis. C'est notre mémoire collective. Et c'est très important que cette mémoire-là perdure. C'était, pour vous, le premier épisode de Terre-Histoire, consacré à l'église Saint-Nicolas de Tavan. Avec, par ordre d'apparition, au micro, Martine Lenné, Christian Davy, Elena Bouguet et Raphaël Morin. Si vous voulez prolonger l'étude et piocher d'autres infos et photos sur l'église, vous pouvez vous rendre sur le site internet du service Patrimoine et Inventaire. Allez-y, vous verrez, c'est une source inépuisable d'infos, de photos, de ressources sur le patrimoine de la région Centre-Val de Loire. Et pour faciliter votre visite sur le site, il y a une carte géographique des études, des onglets de recherche par thématique ou par territoire, et toutes les actualités des expositions et des publications éditées par le service. Vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite ou suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre-Histoire.